Rebonjour. Je vous avais parlé tantôt que j'allais venir voir le Atmega 328P qui est le processeur qui est sur l'Arduino. Donc, j'ai tout simplement tapé Atmega 328P datasheet dans Google, puis il m'a sorti un des liens, c'était le lien de DigiKey. Donc, j'ai cliqué là-dessus, puis ça me donne directement le PDF de la fiche technique. Et si vous regardez ici, là, c'est tout, chacun des modules qui sont à l'intérieur du Atmega 328P sont tous là. Donc, on a des timers, on a des timers, on a des timers, on a des timers. Ah, a timer counter 2 with PWM asynchronous operation. Asynchronous operation. Avez-vous remarqué, le PWM, il est associé à un timer. C'est le timer 2, mais il y a aussi le timer counter 1 qui est un PWM aussi. Donc, souvent, les timers ont associé à ça des PWM. Et c'est parce que c'est pas compliqué de faire juste on fait un compteur, puis on compare avec une valeur qui est à quelque part à l'intérieur du compte qui nous permet de dire quand est-ce qu'on monte, quand est-ce qu'on descend, quand est-ce qu'on remonte. Le compteur, lui, quand il part, là, il compte, mettons 8 bits, c'est 1 de 0 jusqu'à 255, puis il recommence. 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255. Fait qu'il y a une fréquence précise de ce qu'on appelle un wraparound, ou si vous préférez, avant de retourner au début, avant de recommencer. Cette fréquence-là, c'est la période du signal. C'est la période totale du signal. Fait que si on vient comparer avec une valeur qui est à quelque part entre tout ça, ben ça va nous donner, si on dit qu'il est à 1 quand la valeur du compteur est plus petite que cette valeur-là, ben ça nous donne notre temps haut. Puis si elle est plus grande, on la met à 0, fait que ça nous donne un temps bas. Puis la fréquence va toujours être la même, la période totale du signal va toujours être la même, qui est celle du timer. Puis le rapport cyclique va dépendre de notre valeur de comparaison. Fait que c'est pour ça qu'un PWM, comme on a tout le temps des timers dans un microcontrôleur, ben c'est facile de rajouter un petit bout de circuit qui fait une comparaison pour rajouter des PWM. Fait que c'est exactement ce qu'on a là. Si je clique là-dessus, ben vous allez voir que vous avez votre timer qui est ici. Ah, puis on regarde, ça c'est le registre dans lequel on a Output Compare Register. Donc, on compare avec ça ici pour savoir si on a 0 ou 1 en sortie de notre PWM. Et ça nous permet de faire une sortie directement de waveform qui est en fait notre PWM. On utilise même le même compteur puis on le compare avec une autre valeur. On a deux valeurs dedans. On peut comparer avec deux valeurs pour avoir une autre forme d'onde dont la fréquence, la période, excusez, va être la même, mais le rapport cyclique peut être différent. Donc, les deux vont osciller à la même période et vont remonter. Ils vont monter en même temps. Je vais essayer d'être vis-à-vis de mon écran. Les deux vont monter en même temps, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui va descendre plus loin. Ils redescendront pas nécessairement en même temps parce qu'on a deux comparateurs et deux valeurs de comparaison. Donc, ça nous permet d'avoir des PWM sans trop rajouter de circuit. C'est juste un registre et un comparateur. C'est vraiment super simple. Ensuite de ça, je voulais vous montrer le Analog to Digital. Vous voyez, j'ai une section juste pour ça. Analog to Digital Converter. Fait que ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est un 10 bits. On a 0.5 fois le plus petit, la plus petite oscillation de résolution. Bon, c'est ça, plus ou moins 2 LSB Absolute Accuracy. Le temps de conversion, c'est entre 65 à 260 microsecondes.
Ça dépend de la fréquence d'horloge, évidemment. Donc, on peut se rendre jusqu'à 15 kg sample par seconde. 15 kg sample par seconde. C'est pas vite, là. 15 kHz. C'est ça que ça veut dire. 15 kHz, ça, c'est... Le convertisseur peut pas aller plus vite que ça. Ça veut dire que si on utilise le convertisseur pour plusieurs entrées, on split ça en fonction du nombre d'entrées. Si vous voulez aller au plus vite à 15 kHz, mais que vous avez deux entrées, ben chaque entrée va avoir une fréquence 2 fois plus lente que ça, ce qui veut dire 7,5 kHz. Et si on en a 3, ben on divise par 3, ce qui veut dire 5 kHz chaque. Fait que c'est pas vite, là. Le Mario, lui, il monte à... Chaque convertisseur, je crois que chaque convertisseur peut aller à 1 MHz. Mais comme on les partage, ils sont partagés par défaut, je pense qu'on coupe de moitié. C'est quand même 500 kHz, là. C'est quand même pas pire. On a des 6 entrées multiplexées qu'on peut utiliser pour faire la conversion. Donc, 6 entrées. C'est drôle, hein? Ça tombe exactement avec les 6 entrées de votre Arduino qui sont analogiques. Donc, 6 entrées analogiques sur lesquelles on peut se brancher analogique. On a 2 additionnels. OK. Pourquoi il sépare? Je sais pas. Il faut aller voir faut aller lire. Pourquoi il en a mis 6 single-ended input channels? Puis, il y en a 2 additionnels. Pourquoi il dit qu'il y en a 2 additionnels? Il aurait pu juste dire 8. Mais bon, ils ont écrit ça comme ça. Dans le convertisseur analogue à numérique, on a rajouté un capteur de température intégré dans le chip. Ça veut dire qu'on peut monitorer la température du chip en utilisant le convertisseur analogue à numérique pour aller chercher la valeur numérique de la température. Donc ça arrive souvent qu'on a ça dans pas mal pas tous les microcontrôleurs, mais il y a beaucoup de microcontrôleurs qui ont ça, un capteur de température intégré dans le même module que le convertisseur analogue à numérique. On peut ajuster la façon de lire les bits. On a 10 bits, mais on peut les aligner sur 16 bits. On peut aligner ça vers la droite ou vers la gauche. Là, tout dépend. Vers votre droite, qui est ma gauche, ou vers la gauche, qui est ma droite. OK. Ensuite, on peut ajuster la tension d'entrée de 0 à VCC. On peut changer la tension de référence. Ça vous permet d'avoir des plages de tension. Au lieu d'avoir 0,5 volts, on peut faire en sorte que le convertisseur fonctionne entre 0 et 3.3, 0 puis 2 volts même. Donc, on peut utiliser des petites plages de tension. Ça fait en sorte qu'on a plus de précision sur la tension. Mais on peut avoir plus de bruit, mais bon, c'est un choix en fonction des besoins. Regardez, jusqu'à 1.1 volts la tension de référence. Free running or single conversion mode. Donc, ça veut dire qu'on pourrait, par exemple, y dire prends une valeur à tous les temps de secondes ou temps de microsecondes, ou on peut dire par une conversion, donne-moi la lecture. Par une conversion, donne-moi la lecture. On y dit quand on veut. Donc, on a le choix. On peut le mettre par interruption ou pas. Puis on peut même y dire de se mettre en sleep mode, puis même pour enlever le bruit. Et là, je lirai pas la fiche technique parce que vous voyez que il y en a du stock. Je suis toujours dans le convertisseur, là. J'étais encore dans la section 23, 23.4. Là, on a les timings. Ça, c'est pour expliquer. Vous avez l'horloge de conversion à l'interne. On y dit quand est-ce partir, combien de temps que ça prend. Vous avez tout décrit, les chronogrammes pour la conversion. 23.5, on est toujours à la même place. On est toujours dans la section du convertisseur. 23.5, 23.6.
Regardez ici, vous avez l'entrée de la broche. On a le signal qui va être sampled avec une espèce de switch. Cette switch-là doit être nécessairement un transistor, là. On a une résistance et un condensateur qui sert à tenir la valeur, le hold. Et ça, c'est le circuit équivalent de votre entrée du convertisseur. Le convertisseur serait ici, là. Puis, on a une capacité de 14 picofarads. C'est vraiment pas énorme. Vous voyez que si vous rajoutez une autre capacité dans le chemin ici, on vient on vient parasiter tout ça. Mais bon, habituellement, ça cause pas de problème. Puis, je suis toujours dans l'ADC. Toujours dans l'ADC. Et là, on parle des problèmes de la non-linéarité, erreur de gain. On va en parler tantôt dans une autre vidéo. Je continue. 23. Température measurement. Et là, juste la température. Regardez. Pouf. Pouf. 23.9. La description des registres du convertisseur. Comment je fais pour configurer la fonctionnalité du convertisseur? Ben, c'est à travers des registres. Je vais mettre des valeurs dans ces registres-là pour dire, bon, ben, je veux que ça soit telle broche sur laquelle je veux que tu lises. Donc, faut que tu lui dises à quelque part sur les différents registres. Regardez. Les 4 bits qui sont ici sur le MUX3, ça va dicter sur quelle entrée je fais la lecture. Si je regarde MUX3, c'est les 4 bits les moins significatifs du registre qui s'appelle ADMUX. Il y a d'autres bits qui servent à d'autres choses, référence S1 et S0, puis il y a ADLAR. Ref S1 et S0, si j'ai 00 dedans, l'analogue référence, c'est la valeur de VREF interne, qui est qui est turn off. OK. S'il est à 0,1, c'est analog VCC with external capacitor at RF pin. Puis si je le mets à 1,0, c'est réserve. Ça veut dire, quand c'est écrit réserve, ça veut dire que c'est réservé pour une expansion future ou c'est réservé pour peut-être une autre famille de chips. Okay? Souvent, ils vont utiliser, il y a des familles de chips comme ça, il y a plusieurs chips, puis ils n'ont pas toutes les mêmes fonctionnalités, mais il y a des portions de registres qui servent à garder une certaine compatibilité d'un processeur à l'autre, sans nécessairement avoir la fonctionnalité dans un processeur. Il y a quand même l'espace réservé pour que si vous prenez votre code puis vous l'amenez dans un autre que l'espace réservé est développé, ben, il n'y aura pas de problème de compatibilité au niveau de la compilation de votre code en C. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent des trucs réservés comme ça. Donc, vous voyez que les registres, ben, le registre ici sert à configurer la fonctionnalité du convertisseur. Puis, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Oui, l'ADCSRA, donc c'est le Status Register and Control. Donc, il y a des Analog Digital Interrupt Flag, Analog Digital Interrupt Enable. Donc, ça, c'est pour gérer les interruptions sur le convertisseur. Quand vous codez là, en C dans l'Arduino, là, vous vous rendez pas compte parce que c'est une librairie en C. Mais en dessous de ça, c'est exactement ça. Je devrais pointer comme ça. Vous êtes en train de vous êtes en train de paramétrer ces registres-là. Okay? Puis là, je peux continuer comme ça. 23.9, 23.94, 23.95. Ah! 24. J'en ai de la page. J'étais à 220. Puis le convertisseur analogue à numérique commence à la page 205. J'ai 15 pages. 15 pages juste pour le convertisseur analogue à numérique. Pour comprendre comment il marche, comment je dois si j'avais à faire la librairie ou si j'ai à corriger le problème de la librairie,
je devrais rentrer dans le code et je devrais comprendre ça. Toute cette page-là m'explique comment il fonctionne. Et si j'ai pas cette documentation-là, je suis incapable d'utiliser le microcontrôleur adéquatement. Ça me prend absolument cette explication-là pour être capable de coder juste ce périphérique-là qui est le convertisseur. Et moi, mon but, là, c'est de vous mettre un peu là-dedans. Je commence tranquillement, mais je peux pas vous donner toute l'expérience que j'ai parce que la seule façon d'apprendre, c'est de l'essayer vous-même. Vous devez vous mettre dedans puis piocher. J'en ai passé des heures et des heures à lire pour être capable maintenant, aujourd'hui, de savoir où est-ce que je m'en vais. Tu sais, maintenant, je regarde. Faut pas avoir peur de regarder 400 pages. C'est pas 400. On les lira pas, les 400 pages. On va lire juste qu'est-ce qu'on a besoin. J'ai jamais eu besoin de travailler avec le système Control and Reset parce que je n'ai pas eu besoin. Donc, j'ai pas lu cette page-là. Puis de toute façon, j'ai jamais utilisé la Atmega 328P à part que pour les cours avec l'Arduino. Sinon, j'utilise des microcontrôleurs PIC. Donc, je connais mieux certains PIC. Pas toutes, certains. 2, 3, 4, 5, 6 PIC peut-être que j'ai utilisé. Ou à peu près, peut-être un peu plus, mais dans la même famille. Fait que ça s'entrecoupe. Puis, ça se ressemble tout. Il y a un moment donné, vous développez de l'expérience. Fait qu'il faut pas avoir peur de lire les fiches techniques quand on en a besoin. OK? Puis d'ailleurs, je vais vous obliger à en lire quelques-unes. Pas ceux-là, mais... Quoique, je veux revenir avec vous sur le circuit. Ça, c'est le convertisseur. La conversion, en fait, c'est lui ici. C'est tout ce que c'est ça. Ça, c'est le convertisseur analogue 10 bits. Analogue à digital. Vous voyez, il est branché direct sur une broche. Puis cette broche-là est convertie. Et on a un comparateur. Puis le comparateur ici vient nous sur un bloc qu'on appelle la logique de conversion. Cette logique de conversion-là regarde la valeur de comparaison. Et cette valeur de comparaison-là, ça nous permet de dire, ah, je suis plus grand ou plus petit. C'est un système à approximation successive, comme ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Puis d'ailleurs, il doit être écrit quelque part. Successive Approximation ADC, 10 bits. Donc, ça prend 10 cycles de conversion, 10 coups d'horloge du convertisseur. Il faut faire attention, ça ne veut pas dire que c'est la même horloge que le processeur principal. Pour être capable de faire la conversion, ça prend 10 cycles. Donc, voilà. On voit ici que on rentre la valeur, on compare cette valeur-là avec ce qu'on génère ici. Puis on active les bons bits. Puis à l'intérieur de ça, ça va nous donner éventuellement la conversion finale qu'on va envoyer sur le registre de conversion qu'on appelle le ADCH et ADCL. Pour le ADC High, ADC Low, c'est 2 fois 8 bits. Là, j'ai pas assez de doigts. Ça donne 16 bits en tout. Donc, on a 10 bits de conversion, mais c'est un processeur 8 bits. Donc, on va avoir une partie 8 bits, puis une autre partie de 2 bits, ça fait 10. Mais ça nous prend 2 registres de 8 bits pour faire ça. N'oubliez pas, si on a un processeur 8 bits, ça veut dire que le boss qui est ici, le mot de données, hein, je vous ai parlé du Word, un mot de données, le mot d'un processeur 8 bits, le mot est de 8 bits. Si j'ai besoin de 10 bits, j'ai besoin de 2 registres de 8 bits pour être capable de les stocker. C'est exactement ce qui se passe ici. Ça, c'est mon boss de données. Il dit ici, data boss, 8 bits. Le boss de données, ça, c'est le boss qui parle au processeur directement. Donc, le processeur est capable de venir chercher la valeur convertie sur ces 2 registres de 8 bits-là. Un qui s'appelle ADCH et un qui s'appelle ADC Low. Là, je fais des petites parenthèses comme ça, OK, pour mieux comprendre le fonctionnement des choses. Je commence à vous mettre des choses dans la tête un peu. Évidemment, il y a d'autres registres autour, mais je reste à la base comme ça, OK? Pas plus loin que ça. C'est bon?
Fait que ça finit ma petite parenthèse sur le convertisseur du Atmega 328P.